Bien, nous allons pouvoir démarrer. Je vous prie de nous excuser pour ces quelques minutes de retard. On avait une réunion qui venait de s'achever. Merci beaucoup d'avoir choisi cet atelier dont l'objet, voilà, c'est de. On a pu parler beaucoup d'hydrogène, production et consommation massive dans ce qu'on appelle les grands bassins situés autour de gros sites industriels portuaires. Clairement, il y a une dynamique de déploiement de l'hydrogène dans l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, d'ailleurs, pas forcément très centré sur ces grands bassins. Les appels à projets écosystèmes territoriaux, l'ADEME couvre vraiment l'ensemble du territoire national. On voulait donc justement mettre l'accent sur les applications de l'hydrogène dans les territoires dits ruraux, et puis par ailleurs un territoire avec des spécificités isolées, ça peut être en zone de montagne, en zone non interconnectée, et donc notamment en milieu insulaire. Donc je vais inviter nos intervenants à venir me rejoindre sur la tribune. Donc nous avons Monsieur Rudy Blombou, qui est directeur de cabinet du président de la région Guadeloupe. Donc on va faire un tour aux Antilles et en Guadeloupe plus précisément. Donc Monsieur Blombou va nous indiquer où en est la région dans ses réflexions autour de l'hydrogène. Nous aurons ensuite, on va élargir un peu le scope sur l'ensemble de la zone Antilles-Guyane avec Frédéric Ferrer de Sarah, la Sarah, qui, de toute façon, tu le réexpliqueras, qui est la raffinerie qui met à disposition les carburants pour ces territoires et qui est délégué régional France Hydrogène pour faire un aperçu sur les problématiques énergétiques sur ces territoires et les projets de déploiement d'hydrogène. On va ensuite revenir en métropole pour s'intéresser au territoire de montagne avec Séverine Joanneau, aussi t'asseoir, de Ténardis, qui a lancé un projet sur l'hydrogène en zone de montagne. On va ensuite faire la synthèse entre montagne et ZNI avec Bertrand Ciavaldini, président de la société iFit et délégué régional France Hydrogène pour la Corse, pareil aussi là pour illustrer un peu les problématiques énergétiques de la Corse et comment l'hydrogène peut contribuer à les résoudre. Et ensuite, nous aurons un trio d'intervenants sur un projet avec une solution un peu plus technologique pour le coup, avec des applications intéressantes, notamment en territoire rural, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors du coup, je ne sais pas si on a assez de chaises, si vous avez encore des chaises, si vous voulez vous asseoir. Donc ce qu'on vous propose, c'est plutôt d'avoir d'abord les interventions. Alors on pourra peut-être prendre une ou deux questions dans la foulée, mais de vraiment se ménager plutôt un temps d'une vingtaine de minutes en fin de présentation pour pouvoir aussi avoir les interactions. Donc ne soyez pas frustrés si on ne prend pas toutes vos questions tout de suite, mais en tout cas on aura bien ce temps pour les questions-réponses. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Blombou de la région Guadeloupe. Donc vous pouvez piloter avec la flèche, et puis normalement j'ai une souris aussi que je vais pouvoir vous mettre à disposition. Bonjour à tous. Donc je vais vous balayer un petit peu tout d'abord la présentation du contexte énergétique de l'archipel Guadeloupe. La Guadeloupe, d'un point de vue électrique, c'est une zone non interconnectée avec un réseau de plutôt petite taille, surtout si on compare avec ce qui se passe sous le continent européen. C'est aussi un archipel, c'est-à-dire avec 6 îles habitées, connectées électriquement et numériquement par des câbles sous-marins. Donc l'ensemble présente un certain nombre de challenges. Et c'est aussi un réseau où on va retrouver un certain nombre de technologies dans le mix énergétique relativement varié. On a ici une projection de la production d'électricité, une vue de la production d'électricité livrée au réseau
entre 2008 et 2021. Donc on peut observer une légère décroissance depuis un petit peu plus de 5 ans. Et aujourd'hui, à date, les énergies renouvelables représentent déjà 34% du mix énergétique. 34% de l'énergie injectée électriquement et sur le réseau électrique est d'origine renouvelable. En 2021, la consommation a un petit peu baissé de 1,5% par rapport à 2020, grâce aux actions de maîtrise de la demande. Et les années 2020-2021 sont des années un petit peu on va dire, qui quittent un petit peu les tendances, parce que, bon, évidemment, crise Covid, mais on a pu observer en 2022 que cette tendance baissière était maintenue. Donc, par exemple, la puissance de pointe maximale n'a pas dépassé 244 MW en 2022, soit une baisse de 4% par rapport à ce qu'on avait un petit peu avant. Donc, deux postes de consommation d'énergie, hein, l'électricité, on l'a vu tout à l'heure, et aussi les transports, où là, la situation est un peu plus contrastée. Cela représente un peu plus de 2/3 de la consommation d'énergie en Guadeloupe, c'est le secteur des transports, et on va voir que pour l'hydrogène, c'est quelque chose de relativement important. Et la consommation de carburant routier, spécifiquement, intervient à peu près à 63% du total d'énergie consommée. Vous avez ici un petit récap qui reprend le contexte énergétique. Donc l'électricité, 1600 GWh par an. Transport routier, c'est 2 fois plus, un peu moins de 2 fois plus, avec une tendance plutôt baissière côté électrique, et puis quelque chose qui est relativement stable sur le transport routier, même si par rapport à 2021, on peut observer en 2022 une augmentation. Il faut, je ne sais pas si vous le voyez, comparé avec 2019, qui est une année de référence, où là on a une baisse de 4%, y compris sur la consommation de carburant routier. Donc le principal challenge, si on regarde les différentes tendances de consommation, le principal challenge pour la transition énergétique, ce sera de réussir la décarbonation de la mobilité. Si les mesures de maîtrise de la demande semblent porter des fruits en ce qui concerne l'électrique, pour le routier, c'est beaucoup moins évident. L'arrivée des véhicules électriques devrait changer cette donne dans un laps de temps assez court, vu les tendances. Nous, à la collectivité régionale, on y voit aussi un risque, alors on va quitter le domaine purement technique, mais un risque social, parce que vous avez aujourd'hui, dans le secteur des transports tout confondus, en Guadeloupe, à peu près 7500 emplois, dont beaucoup occupent des postes qui sont liés à la mobilité thermique. Donc si cette transition arrive comme elle est prévue, rapidement, on aura un souci. Il faudra veiller à mettre en place des stratégies d'accompagnement, notamment de mobilité professionnelle particulière. Donc, en synthèse, notre territoire, on peut la caractériser aujourd'hui par une dépendance aux hydrocarbures, dépendance principalement liée au transport. L'électricité, le marché électrique, il est comme partout sur le territoire national, vendu à un tarif per écoué. Chez nous, le prix que paye l'usager par rapport au coût de production, on a un facteur de 2 à 3. Donc, grosso modo, l'usager paye à peu près jusqu'à 3 fois moins cher son électricité par rapport à ce que ça coûte à produire. La consommation électrique est en stabilisation, voire en décroissance, et le besoin énergétique, la croissance des besoins énergétiques se fait surtout ressentir par les secteurs des transports. On a une grande diversité des sources de production d'énergie, y compris celles qui sont déjà en opération sur le réseau électrique, et un potentiel donc important de développement des énergies renouvelables. Donc on pourra revenir sur cette slide tout à l'heure si vous avez des questions, mais ça donne un peu le détail des puissances installées. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les projections 2028-2033
dans la programmation pluriannuelle d'énergie, on prévoit notamment l'arrivée massive de moyens de stockage. 50 MWh en 2028, 150 MWh en 2033. Ça va être important pour pouvoir basculer définitivement au 100% renouvelable, notamment sur le réseau électrique. Donc cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est prévue par la loi de transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015, et elle a fait l'objet de consultations assez complètes. On a ces derniers mois eu plusieurs réunions avec l'ensemble des acteurs et des contributions écrites, ce qui nous a permis de dessiner un peu les scénarios à venir. Donc si on revient sur les transports, l'électrification, on espère pouvoir utiliser l'arrivée du véhicule électrique pour achever la décarbonation, on va dire, de notre consommation, de nos consommations d'énergie. Les scénarios d'évolution des véhicules électriques, c'est un petit peu comme partout ailleurs. On s'attend à une progression exponentielle, même si le démarrage a été un petit peu en décalage, un petit peu moins rapide que ce qu'on a pu observer sur le territoire national. On s'attend à rattraper cela, et on peut le voir, 2021-2022, les chiffres semblent démontrer que ça arrive, et ça va arriver assez vite. Pour la mobilité légère, le réseau et le mix énergétique actuel, ils vont faire le job. Donc on a aujourd'hui de quoi absorber l'arrivée du véhicule électrique sur le réseau électrique, et faire deux choses, c'est-à-dire accompagner cette électrification de mobilité, en tout cas la partie légère, et en même temps progresser sur le taux de pénétration des ENR dans le réseau, et notamment achever la décarbonation du réseau électrique. Alors, on va y arriver notamment par l'importation de biocarburants liquides. Donc la principale centrale de l'île, qui est du groupe PEI, EDF PEI, elle va basculer, il est prévu qu'elle bascule au biocarburant liquide, donc ça devrait permettre de basculer au 100% énergie renouvelable, même si en termes de souveraineté énergétique, le problème reste posé, puisqu'on va continuer à importer une partie de ces carburants-là. Pour le véhicule électrique léger, en tout cas, ça devrait aller. Pour la mobilité lourde, par contre, c'est un petit peu différent. Là, il y a des solutions spécifiques à trouver, notamment parce que pour le véhicule lourd, la solution batterie, ça ne convient pas. On a un accès aux services après-vente limité. Il y a un parc de véhicules roulants relativement âgé. Je parle des bus ou des transports poids lourds, des engins de travaux, qui nécessitent qu'on s'arrête un petit peu sur ce secteur-là. Et pour éviter justement un déclassement un peu brutal de ce secteur d'activité, à la région, on considère l'hydrogène comme une solution potentielle, notamment en associant donc la production d'hydrogène avec les technologies de rétrofit. Je pense que j'ai vu quelques acteurs là dans les stands qui s'intéressent à ça. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc la voie vers une mobilité lourde et professionnelle, donc les taxis, les véhicules qui roulent effectivement beaucoup, à court et moyen terme, ça regroupe beaucoup d'acteurs qui vont devoir faire évoluer leur outil de travail. Et à moyen long terme, on va s'intéresser aussi au cabotage maritime. Je rappelle, la Guadeloupe, c'est un archipel, donc on a une desserte maritime avec les îles comme la Désirade, Marie-Galante ou les îles des Saintes. Et là aussi, l'hydrogène est un candidat qui nous paraît sérieux pour décarboner ce transport maritime. Au total, avec cette production d'hydrogène vert
qu'on peut coupler avec la présence sur leur territoire d'acteurs assez anciens sur l'éolien ou le solaire. Donc la production d'hydrogène vert, nous, on a de belles perspectives à partir de ressources renouvelables, disponibles là aussi localement. Trouver des débouchés, notamment en utilisant la contrainte qu'on a sur le transport, le transport public, donc les autocars, les bus et la mobilité professionnelle. On espère comme ça créer un cercle vertueux, créer des débouchés pour amorcer l'arrivée dans l'archipel de la chaîne de valeur hydrogène. Donc on a commencé à explorer un petit peu la structuration de la filière en créant d'abord un hub hydrogène. Donc on a le pôle de compétitivité et d'innovation Synergie qui regroupe à peu près 70 PME qui œuvrent dans le domaine de l'énergie, principalement énergie renouvelable. La région évidemment, la SARA, qui est la société qui aujourd'hui alimente le secteur thermique, et d'autres acteurs locaux de la chaîne de valeur hydrogène en Guadeloupe. Donc on est en train de structurer, de mettre en place un club hydrogène. On a, je peux donner 2 exemples de projets. Le projet IG qui vise à la réalisation d'une station, l'équivalent d'une station-service hydrogène, dédiée à une flotte captive d'à peu près 5 bus de 50 à 60 places. Ces bus seront intégrés au réseau de transport interurbain. Le projet Farwind, qui est un projet un petit peu plus exotique avec une partie de production d'hydrogène en mer et l'étude de terminaux au niveau des ports. Donc dans ce projet Farwind, qui est un projet qui est porté, qui est financé par le programme Interreg. Le programme Interreg, c'est un programme de coopération régionale dont la région est autorité de gestion, qui regroupe l'ensemble de nos voisins. Donc, dans le périmètre le plus élargi avec l'Association des États de la Caraïbe, c'est près de 200 millions d'habitants, le périmètre du programme Interreg. Et dans ce programme-là, on porte le projet Farwind, donc avec le grand port de Guadeloupe, le grand port de Martinique. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est d'étudier le concept de terminaux à hydrogène positionnés au niveau des infrastructures portuaires. Et donc la région a démarré dans ce partenariat élargi, a démarré sa réflexion. Elle souhaite, on espère pouvoir très rapidement installer sur place de vrais acteurs et adhérer très prochainement à travers Synergile ou avec Synergile au réseau France Hydrogène. Merci beaucoup. On peut effectivement chaleureusement applaudir Monsieur Blonbou et merci pour cette très bonne nouvelle. Sans plus tarder, je vous propose qu'on élargisse la perspective sur le reste des Antilles et de la Guyane avec... oui, il suffit d'avancer, puis vous avez aussi la souris qui permet de piloter peut-être plus aisément. Donc il suffit de passer, voilà. Vous en aviez encore une ou deux, voilà. On pourra peut-être y revenir. Bonjour à tous, donc voilà, je suis Frédéric Ferrer, vous me voyez en photo. Donc je travaille à la SARA, je suis responsable du département recherche, développement, innovation et technologie. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation plutôt avec ma casquette de délégué régional France Hydrogène pour la région Antilles-Guyane. Bon. Donc c'est une vue un petit peu plus macro que ce qui vient d'être présenté. Je dirais quand même en introduction effectivement que cette délégation, je pense qu'elle est la bienvenue. Elle va s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs publics et privés locaux, et notamment sur la Guadeloupe, on va s'appuyer sur le pôle Synergile avec qui on travaille déjà, même si l'adhésion n'est pas encore confirmée, mais ça y est, c'est confirmé, donc une très très bonne nouvelle. Et donc on a pour objectif avec cette filière d'aider les 3 territoires à développer leur feuille de route hydrogène, hein, sachant que on pense qu'il y a une place pour l'hydrogène qui est on va dire une opportunité pour les Antilles-Guyane, parce que
On peut faire évidemment de la mobilité avec, mais on peut aussi contribuer à décarboner les réseaux, faire du soutien au réseau. On a parlé de stockage très important qui va être nécessaire pour notamment pouvoir faire entrer les énergies renouvelables. C'est une vérité, mais je pense que ça peut se faire bien sûr par des batteries, mais je préfère personnellement le faire avec des stockages hydrogène, parce qu'on peut produire l'hydrogène localement, alors que les batteries, on ne les fera pas localement de sitôt. Donc, alors je vais passer à la suite. Alors, je voulais faire un petit focus sur nos spécificités. Donc, M. Blombou en a déjà cité un certain nombre, mais voilà, nous sommes donc la délégation Antilles-Guyane. Vous voyez le logo avec effectivement les 3 territoires qui ont la même taille sur le logo, mais ça c'était parce que si on avait mis la Guyane à la taille réelle, on ne verrait pas ni la Martinique ni la Guadeloupe. Donc, nos spécificités, elles sont nombreuses et elles font que c'est pas, je veux dire, toujours facile de conduire des projets de taille importante sur nos projets. Alors le premier que je chiffrais, c'est d'abord qu'on est bien sûr 3 territoires qui sont éloignés de l'Europe, du continent européen, mais d'autres continents aussi. Hein, il y a des relations aussi avec le continent nord-américain et c'est pas simple non plus de voyager ou de transporter des matériels avec ces territoires-là. Bien sûr, nous sommes des territoires insulaires ou, pour la Guyane, un territoire isolé. D'accord. Ce sont des territoires étroits pour les Antilles. Alors je vais donner quelques chiffres. La Martinique, c'est 1100 km². La Guadeloupe, ça doit être 1600. Ouais, hein, donc, et la Guyane, alors la Guyane, c'est un vaste territoire, puisque la Guyane, c'est presque 90 000 km². Donc, comment ? Voilà, comme le Portugal, alors je n'avais pas ce chiffre-là. Donc c'est à peu près 6 ou 7 fois moins grand que la France, mais c'est déjà très très grand. Mais la particularité, c'est que c'est recouvert à plus de 95% de forêt. Donc ça, c'est pas les derniers slides, parce que j'ai fait une petite correction à 95%. Mais bon, après, c'est vraiment une estimation. Voilà. Donc, comme ça a été dit également, nous avons des réseaux électriques qui sont non interconnectés. Ça joue beaucoup. Hein. Ils sont plutôt carbonés. Alors même si effectivement on a un taux de pénétration des ENR qui est quand même assez intéressant, notamment pour la Guadeloupe, je pense qu'il est un petit peu en avance. Mais certaines ENR se font notamment par exemple avec de la biomasse importée. Donc c'est pas forcément idéal. On a donc bien sûr pas de nucléaire. Et je dirais, bon alors j'ai dit encore peu d'ENR parce qu'effectivement on s'imagine que sur nos territoires on a du soleil, on a du vent, donc c'est facile de mettre des éoliennes et de mettre des panneaux solaires. Ben non, c'est pas facile. D'abord parce que si on parle des Antilles, ce sont des petits territoires avec déjà des fortes tensions sur les terrains, sur le foncier, hein, notamment pour le foncier agricole, parce qu'on doit aussi faire en sorte d'avoir une autonomie alimentaire le plus possible. Donc on ne va pas remplacer des cultures agricoles par des panneaux solaires. Donc si on ne va pas exploiter ce qu'il y a autour de nos territoires, à savoir la mer, eh ben, ça va être compliqué de faire beaucoup de choses sur nos terres. Alors la Guyane est très vaste, mais par contre il y a une forêt équatoriale qu'il faut absolument protéger, donc c'est pas non plus, on ne va pas les déforester, par exemple pour faire pour planter du colza. Voilà. Donc voilà, on a certaines limites et qui sont liées à nos à la petitesse, l'étroitesse de nos territoires, et puis le fait qu'on veut aussi défendre la biodiversité qui existe. Et ça, c'est valable pour les 3 territoires, parce que quand je dis qu'on ne va pas déforester, évidemment, en Guyane, on ne va pas déforester non plus sur les Antilles. Voilà. Donc, on a des réseaux de transport aussi qui sont adaptés à des géographies qui sont singulières. Hein. Nous sommes pour les Antilles, finalement, c'est des montagnes dans la mer, donc avec des transports qui doivent être adaptés à ces reliefs. Beaucoup de forêts, et comme M. Blombou l'a dit, des problématiques de navigation fluviale et ou maritime. Hein, parce que quand je parle de transport, là, je parle aussi bien de transport d'électricité que de transport routier. Hein. Donc la mobilité, ces mobilités-là sont des mobilités qu'on doit également décarboner. Elles sont significatives. Nous avons des climats particuliers, avec des ambiances tropicales et équatoriales. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein, donc c'est des climats très très humides. Salins aussi, puisque par exemple quand on parle de la Guyane,
c'est un vaste territoire, mais disons que 90% de la population habite sur le trait de côte. Donc voilà, et les projets qu'on va faire vont se situer à proximité de la mer. Donc finalement, on est soumis à des conditions qui sont sévères, qui sont corrosives et qui peuvent poser des problèmes également sur les équipements qui sont conçus pour les continents. Donc c'est des problématiques de tropicalisation qu'on appelle chez nous. On pourrait dire, je ne sais pas comment on dit, équatorialisation. Je n'avais pas jamais prononcé ce mot-là, c'est un essai. Donc on a des fortes pluies. Alors il y en a aussi ici, mais en fait finalement, on s'est rendu compte, j'ai regardé vite fait hier soir, il y a 3 fois plus de pluie sur nos territoires que par exemple dans la région de Pau, qui est la région avec la Bretagne où il y a le plus de pluie. D'accord. Bon. On m'a dit que ce n'était pas pareil, c'est-à-dire qu'ici, il ne pleut pas souvent, mais beaucoup. Ben là-bas, c'est pareil. Bon, pas tout à fait pour la Guyane, où il y a vraiment une saison des pluies. Nous, c'est plutôt pendant la saison cyclonique, sur les Antilles. Mais voilà, les pluies sont très très fortes. Et une particularité aussi qu'il faut savoir pour les porteurs de projets, c'est que quand il pleut aux Antilles, il ne pleut pas verticalement, il pleut horizontalement. Donc n'est-ce pas et c'est une mauvaise surprise, c'est-à-dire que souvent, quand on a besoin d'avoir des aérations dans les équipements, on fait des ouvertures et on se dit on met une petite casquette pour éviter que l'eau rentre dedans, mais non, mais ça rentre quand même. Donc, et quand l'eau rentre dans les équipements électriques ou électroniques, ça ne marche pas. Ça ne marche pas longtemps. Voilà. On a des aléas climatiques, donc saison cyclonique, saison des pluies, des aléas sismiques. Alors en termes de sismicité, nous sommes les territoires aux Antilles où on a le degré à la catégorie la plus élevée, la catégorie 5, avec également des sols correspondants qui sont de catégorie, pour ceux qui connaissent un petit peu la classification des sols pour le sismique, souvent voire des sols liquéfiables. Donc quand on fait des projets, par exemple, si on veut faire des éoliennes, c'est très très compliqué, c'est-à-dire que les fondations sous terre sont beaucoup plus importantes que ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et puis on a des institutions spécifiques, c'est-à-dire que les 3 territoires n'ont pas la même organisation, avec une PPE par territoire. Et les PPE ne sont pas faites exactement en même temps, ne sont pas conduites de la même manière. Mais par exemple, je crois qu'en Guadeloupe, vous avez quasiment terminé. Voilà. En Martinique, on a encore fait des ateliers la semaine dernière sur la PPE. Et en Guyane, c'est en cours également. Voilà. Alors, ce que je peux dire, parce que après je vais passer à un panorama de certains projets, c'est que sur les 3 territoires, l'hydrogène est pris en compte. Aussi bien pour la mobilité que pour le stockage, mais ça reste encore à... voilà, on n'a pas encore idée des chiffres qui vont sortir. Voilà. On a aussi des spécificités sur les taxes. Voilà, on a... par exemple, la TVA est à 8,5 en Guadeloupe et en Martinique, elle est à 0% en Guyane. Mais par contre, en contrepartie, on a l'octroi de mer qui est une taxe un petit peu complexe. Ce qui fait que, bon, voilà, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément quand on conçoit les projets. On a parlé ce matin de la Tierwert. Bon, elle n'est pas applicable sur nos territoires. Enfin, jusqu'à ce que ça arrive peut-être, je ne sais pas. Et puis on a des marchés limités. Petit territoire, évidemment, marché limité. Donc ça veut dire que c'est pas toujours... voilà, le gâteau, entre guillemets, n'est pas énorme. Donc c'est aussi une spécificité à prendre en compte. Voilà, alors maintenant je vais faire un petit panorama, c'est très rapide parce que je ne peux pas faire un panorama de l'ensemble des projets, c'est juste une vue macro. Donc en Guadeloupe, on a déjà cité le projet IG, là, que je reprends, c'est le 2e carré vert, donc je ne vais pas en dire plus. C'est un projet qui est en développement, il a été lauréat quand même de l'appel à projet écosystème H2 de l'ADEME, donc ça c'est une belle réussite. Et puis on a sur la zone industrielle de Jarry un projet qu'on a appelé Jarry avec un HY, c'est très original. Donc la zone de Jarry, c'est une très vaste zone industrielle au milieu de la Guadeloupe. Et donc là, on a installé récemment, alors c'est Sarah qui est porteur de ce projet, a installé une petite station de distribution d'hydrogène qui permet d'avitailler, de refueler 2 voitures de la Sarah. Voilà, c'est un projet qui est réalisé, qui est opérationnel. Et puis après, j'ai mis sur chaque slide des autres projets, des applications et des intérêts qui sont connus sur nos territoires. Effectivement, on a beaucoup de demandes ou d'échos, de demandes
d'intérêt pour le rétrofitage d'eux, pour essayer d'aller plus vite, et aussi diminuer les coûts, si c'est possible. Donc bien sûr plutôt dans la mobilité lourde. Beaucoup de sujets aussi concernant, et ça vous le verrez, c'est sur les 3 territoires, c'est l'alimentation de groupes électrogènes, hydrogène pour des sites isolés, des chantiers de BTP, parce que les entreprises du BTP ont aussi des objectifs de décarbonation. Ce sont souvent des filiales de grands groupes français, donc voilà, elles ont des objectifs, et elles s'intéressent à l'hydrogène pour cela. Des soutiens au réseau également, bien sûr. Le projet Interreg Magic, dans lequel voilà, les grands ports de Martinique, Guadeloupe et puis de Sainte-Lucie sont impliqués, et la SARA également. Et un projet qui s'appelle SMO Solar Process, qui vise à valoriser des algues sargasses, à la fois pour faire, vous savez qu'on a une problématique sur les territoires des Antilles, hein, c'est les fameuses algues sargasses qui polluent un peu nos côtes. Bon, il y a tout un tas de projets qui visent à valoriser ces algues-là, et notamment ce projet-là vise à faire du biochar ou du char, donc par pyrolyse, on va dire, hein. Et puis la partie gaz contient l'hydrogène, donc il y a peut-être une valorisation possible de ce côté-là. Côté Guyane, j'ai choisi de présenter 3 projets. Alors un qui est assez connu, c'est le projet CEOG à Saint-Laurent-du-Maroni, ou MANA, c'est un peu à cheval sur les deux, donc c'est la centrale énergétique de l'Ouest guyanais. Alors c'est une centrale avec 55 hectares de panneaux solaires, 16 MW d'électrolyseurs, 3 MW de piles à combustible, plus des stockages batteries. C'est une production d'environ 600 tonnes par an d'hydrogène. Voilà. Donc ça vise à produire, à produire de l'électricité dans l'Ouest guyanais qui en a besoin, parce que l'Ouest guyanais se développe énormément. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni sera dans quelques années la plus grosse ville de Guyane. Donc avec une production en continu maîtrisée de 10 MW la journée et de 3 MW la nuit. Le porteur, Hydrogène de France, Meridiam et la SARA, et c'est en construction. On a le projet, alors c'est pas la dernière version, mais bon, peu importe, le projet Iguane au centre spatial guyanais, avec une centrale de 5 hectares et puis une électrolyse pour produire 130 tonnes d'hydrogène par an. Alors, bien sûr, l'hydrogène, il va être destiné normalement aux lanceurs des fusées Ariane. Alors, pour cela, il sera liquéfié, mais il y a une partie qui est réservée à la mobilité. Donc, les porteurs, c'est le Centre spatial guyanais, le CNES, Air Liquide Spatial Guyane et la SARA pour la partie mobilité. Voilà, et c'est en développement. Donc, le projet APAGI, qui est une alimentation électrique d'un groupe solaire éloigné je vais essayer de dire ici, du centre-bourg de Grand-Santi. Donc c'est une petite centrale photovoltaïque de 90 MW crête. On est sur un site isolé, hein, alors encore plus non interconnecté que la Guyane elle-même. Et donc un stockage batterie de 90 kWh et puis un électrolyseur de 10 kW, une pile à combustible. Et avec ça, on a l'autonomie de cette alimentation électrique. Et le porteur, c'est Powidian, ici présent. Voilà, le statut, c'est en construction, ça va être mis en service en 2023. Voilà. J'avais proposé de mettre un autre projet dans ma révision, c'est un projet qui va se faire encore plus tôt, toujours porteur de projet Powidian, avec la livraison du groupe électrogène sur le centre spatial de Kourou. Un projet parallèle à celui qui est présenté ici. Et le groupe va être livré, je crois, à la fin du mois, là, pour être mis en service en juillet. Donc il y a des choses concrètes. Voilà. Les autres projets, je pense que les autres projets, c'est pareil en Guyane, vraiment un intérêt pour le rétrofit, l'alimentation de groupes électrogènes pour les sites isolés et du soutien au réseau, on en a besoin. Un projet Imazonie également, là on est en phase R&D pour essayer d'optimiser un peu l'alimentation en site isolé. Et dernière slide rapidement. En Martinique, je vais citer 2 projets, mais il y en a d'autres. Le projet Waste to Energy qui est en fait situé sur le Robert avec un projet de pyrogasification de CSR pour la production d'hydrogène, donc le CSR, combustible solide de récupération pour ceux qui ne savent pas. Donc le porteur, c'est la start-up Valecom avec ses actionnaires. Là, on est en étude, clairement. Et puis il y a le projet Cleargen Demo, là c'est au Lamentin, sur la raffinerie de la SARA. Donc c'est l'installation d'une pile à combustible PEM de 1 MW sur la raffinerie qui consomme l'hydrogène fatal, qui valorise l'hydrogène fatal de la raffinerie en électricité. Donc ça, le porteur, l'investisseur, c'est SARA. Le projet a été fait avec notamment Hydrogène de France pour l'ingénierie
et Ballard, fournisseur des stacks notamment. Et c'est un projet qui est réalisé. C'est une première mondiale sur un site pétrochimique d'installer une pile de cette taille-là. Ça fonctionne. C'est en rodage parce qu'il faut qu'on apprenne, hein, voilà, mais ça fonctionne. Et les autres projets qu'on a également sur la Martinique, c'est toujours la demande pour développer du rétrofit hydrogène. L'alimentation, encore une fois, de groupes électrogène-hydrogène pour les sites isolés, les chantiers du BTP et le soutien au réseau, le stockage, et des sites de production d'H2. Alors on a aussi d'électrolyse. Alors on n'est pas sur les échelles qu'on peut espérer avoir en France hexagonale. Pour l'instant, on démarre plutôt petit, mais il faut démarrer par quelque chose. Hein. Donc là, notamment, il y a des projets comme en Guadeloupe d'ailleurs, hein, avec le projet IG qui est sur un projet d'électrolyse, un projet donc deux projets dans le centre de la Martinique sur Ducos et puis Lamentin, quartier Californie à proximité de la raffinerie. Voilà, j'en ai terminé, me semble-t-il. Merci beaucoup Frédéric. Il faut effectivement applaudir. Toutes mes excuses pour les diapos. D'ailleurs, je précise, hein, vous aurez accès aux diapos et je veillerai à ce de bien réintégrer la bonne version avec l'ensemble des projets. Alors effectivement, pour bien rester dans le timing, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on prenne plutôt des questions-réponses en fin d'atelier pour que tous nos intervenants aient bien le temps de présenter vos projets, vos actions. Et donc on passe... On quitte la mer, mais donc pour rester en environnement montagnard, même un peu plus haut, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Séverine Joanneau-Silarbi, qui est déléguée générale de Tenerdis et qui intervient à ce titre. Hein, mais je précise par ailleurs que tu es également déléguée régionale France Hydrogène pour Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, Tenerdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique. Donc on travaille sur les énergies renouvelables, je dirais toutes les sources d'énergie renouvelables, de leur production jusqu'à leur distribution vers les usages, en passant par leur stockage et leur conversion, le mix énergétique, etc. Donc, naturellement, le vecteur hydrogène fait partie de notre scope et donc j'anime aussi la délégation France Hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes. Côté Tenerdis, alors ce qui est intéressant en fait en région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire qui a à la fois des gros sites industriels, mais aussi des grosses métropoles et également des territoires isolés, donc ruraux. On a beaucoup de campagnes aussi dans certains secteurs de la région et puis des montagnes. Donc ça donne un champ d'investigation en tout cas intéressant pour trouver les bons mix énergétiques et pour développer l'hydrogène. Alors, on a travaillé sur un projet qui vient de démarrer là, donc en novembre 2022, donc c'est assez récent, hein. Le projet Améthyste, donc, qui vise à accompagner les entreprises et les collectivités dans le déploiement de solutions hydrogènes pour décarboner le tourisme en montagne, en zone de montagne. Donc l'idée, en fait, hein, c'est d'abord d'améliorer l'information et la connaissance des solutions hydrogènes. Donc ça, c'est un des premiers leviers sur lequel on travaille. Le deuxième, c'est d'accompagner la structuration d'écosystèmes hydrogènes en montagne et la définition des modèles en prenant en compte les besoins et les contraintes spécifiques de ces territoires-là. Et c'est pas que la station en elle-même, mais c'est aussi comment on achemine les touristes aussi en station et qui deviennent aujourd'hui des vecteurs, on va dire, touristiques, été comme hiver, en fait, hein, de plus en plus. Également, donc, accompagner les territoires, en particulier identifier un territoire pilote pour mettre en place un déploiement concret, favoriser les échanges d'expériences entre les territoires alpins au travers d'un ensemble de régions, je vais y revenir, et puis faciliter la mise en cohérence des politiques de soutien au niveau alpin, national, régional, pour le déploiement de ces écosystèmes d'hydrogène vert. Alors au niveau du consortium, il y a 10 partenaires européens et 6 pays différents qui sont impliqués dans ce projet. Donc 2 partenaires français, donc nous Tenerdis et puis Aura2E, c'est une agence énergie-environnement au niveau de la région qui coordonne ce projet. Donc on est partenaire avec eux sur ce programme. Et puis donc 4 partenaires italiens, un partenaire slovène, un partenaire autrichien, un partenaire allemand et un partenaire suisse. Voilà, donc vous les avez tous identifiés ici. Donc ça permet quand même d'adresser ces problématiques sur un ensemble de régions alpines, sur tout un territoire européen.
Alors on a organisé en fait une première rencontre à Moutier, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, en début d'année, au premier trimestre de cette année, pour lancer officiellement, je dirais, le projet, et puis essayer déjà de dynamiser un peu l'écosystème autour des problématiques sur ces sujets d'hydrogène en montagne. Donc avec une bonne participation avec beaucoup d'élus, beaucoup de techniques, de services techniques aussi des collectivités qui étaient présents, en tout cas qui s'intéressaient beaucoup au sujet. On en a profité pour visiter une station sur Moutier, et puis d'animer un ensemble de tables rondes en fait sur déjà des premiers retours d'expérience, voir comment partager un peu ce qui existait déjà ou pas, ou les problématiques qui pouvaient ressortir, et puis les perspectives et les soutiens au développement de l'hydrogène qu'on pouvait imaginer, en tout cas sur ces territoires-là. Ensuite, aujourd'hui, on a lancé un certain nombre d'actions, donc notamment le mapping des acteurs et des besoins de la filière. Donc ça, c'est à l'échelle régionale, mais avec à commencer par un état de l'art des projets en cours et une approche multi-énergie. L'identification des freins et la mise en place des solutions hydrogènes sur les territoires de montagne, et l'identification des bonnes pratiques, donc au travers d'une enquête, d'animation, de tables rondes également sur justement ces besoins et ces freins des collectivités. À noter qu'il y a beaucoup de sujets, on sent que les collectivités sont très engagées et ont envie d'avancer sur ces sujets-là, mais voilà, beaucoup de contraintes aussi, à la fois réglementaires, à la fois financières, à la fois qu'est-ce qu'on fait, on ne connaît pas trop, comment on y va, comment on aborde le sujet. Donc c'est assez intéressant de voir ces dilemmes un peu s'opérer au sein des discussions. On a aussi des échanges donc, avec des experts de solutions hydrogènes, et bien sûr, qui viennent participer à ces discussions. Donc c'est là que Tenerdis, on joue notre rôle aussi pour amener dans cet écosystème des acteurs privés qui se mobilisent sur ces sujets, et ils sont nombreux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc pour permettre aux acteurs publics et privés de se rencontrer, et puis surtout d'adresser les sujets, de pouvoir partager les difficultés, les échéances en termes de temps aussi, quand seront disponibles telle ou telle chose. Enfin voilà, c'est important pour faciliter aussi les déploiements. On est en train également comme je le disais, le projet a démarré depuis peu, donc on est en train de regarder quel territoire sera pilote dans le projet. Donc c'est encore en cours, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais on commence à affiner le périmètre géographique, on va dire, qui soit le plus pertinent possible. Et puis essayer de coordonner, de mutualiser les actions avec les projets qui sont déjà en train d'émerger. Et puis d'accompagner cette mise en œuvre aussi sur le territoire. Et donc, comme je le disais, on a vraiment cette approche de dire il y a des sujets d'hydrogène en station qu'il faut aborder, quels sont les usages en station d'hydrogène, et puis comment on achemine les touristes. Donc ça va aller jusqu'à faire venir à la fois les touristes et puis les approvisionnements de la vallée vers la station. Donc ça va passer par le train aussi, par la mobilité lourde, les cars, les bus, etc., les camions éventuellement. Donc on a cette approche qui est assez complète de la vallée vers la station. Voilà, je crois que c'est... Voilà, j'ai fait un peu court, mais je pense que ça démarre juste, donc j'ai pas énormément d'éléments plus concrets à vous apporter, mais en tout cas, ça donne un cadre intéressant pour lancer et accompagner toutes ces initiatives sur le territoire, quoi. Donc je pense que c'est important de ce point de vue-là. Merci Séverine. On peut mentionner, vous savez qu'on a organisé la première édition des prix France Hydrogène. Dans les dossiers candidats, on avait notamment la société de rétrofit GCK qui a proposé son projet, alors qui n'a pas été lauréat, mais c'était pas loin, je crois, avec une dameuse rétrofitée. Et puis il me semble qu'Iveco, hier en plénière, a aussi montré qu'ils avaient une solution de rétrofit pour les dameuses. Alors après, il ne faut pas cantonner la montagne au ski, bien sûr, mais il y a plein d'autres applications possibles. Oui, justement, c'est ce que je disais, en fait, il y a les dameuses en station, c'est évident, mais après, ça génère beaucoup plus d'intérêt sur la connexion vallée-montagne, et puis du coup, vallée reste du territoire, parce qu'en fait, on parle d'un maillage plus global, donc on est sur un territoire isolé, mais en même temps qu'il faut qu'on connecte à l'ensemble du territoire.
Et puis les sources d'énergie peuvent être aussi intéressantes. Au-delà de l'hydrogène, il y a pas mal de couplage à faire avec l'hydraulique, avec un certain nombre de sujets. Je ne sais pas où ça en est, mais je crois que c'était le maire de Moutier, Fabrice Pankouk, qui voulait même explorer des systèmes de treilleuses dans les alpages, alimentés aussi par un système hydrogène. Oui, on avait fait un projet il y a quelques années sur ces sujets-là, donc territoire rural aussi, ces espaces-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Séverine. Donc, on reste en montagne, mais on retrouve la mer, les deux, encore plus que dans les Hauts-Antilles. Pour compléter le panorama, si on peut juste cliquer pour passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Bertrand Chiavaldini, qui va donc nous dresser aussi un panorama en tant que délégué régional France Hydrogène. Délégation que je n'ai pas précisé en introduction, mais qu'on a créée récemment, au mois d'avril. Donc, d'une part en Guyane et d'autre part en Corse. Donc, je te laisse dresser ce panorama. Bonjour à tous. Donc, je vais faire un peu comme Frédéric, je vais vous faire un panorama de la situation en Corse et du contexte. Et donc, je vais commencer justement, un peu comme Frédéric, par les difficultés du contexte en zone insulaire et en zone ZNI, donc non interconnectée. Donc j'ai fait 2 paquets. Un premier qui est structurel sur les infrastructures électriques. Donc on a d'abord un monopole d'EDF sur l'électricité localement, ce qui nous empêche de passer, de faire des PPA pour transporter l'électricité. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un réseau électrique qui est encore très, très carboné, un peu plus de 70%. Et donc, évidemment, pour faire de l'hydrogène vert, on a quelques difficultés à se connecter dessus, sachant que 70%, c'est une moyenne et qu'on a des moments où on est à 100%, évidemment, en fonction des horaires et des sources de production. Ces 2 éléments nous imposent une colocalisation totale des infrastructures entre ENR et électrolyseurs. La source d'électricité, en Corse, c'est exclusivement du solaire, parce que on pourrait évidemment penser à l'éolien, mais la population est assez allergique aux éoliennes, et donc on en a quelques-unes. La Corse a été un des premiers territoires en France à avoir des éoliennes. Elles sont en cours de remplacement parce qu'elles ont fait leur temps, mais pour en mettre un peu plus, c'est un peu compliqué. Et après, donc, un petit paquet d'éléments qui sont liés au contexte de la Corse, contexte physique. Donc, une saisonnalité très, très violente entre l'été et l'hiver, avec une population qui fait entre x3 et x10, donc qui impacte évidemment drastiquement la consommation électrique. Un deuxième point, c'est que la densité l'hiver, donc intrinsèque à la Corse, est très très faible. Donc ça génère des besoins de consommation électrique et potentiellement hydrogène très éparses sur l'île, mais quand même principalement sur les côtes. Et le troisième point qui est très important, c'est que l'île est couverte à 90% de zones protégées entre la loi littorale, la loi montagne et les zones agricoles. Et vous avez énormément de communes qui sont concernées par les 3 restrictions. Donc c'est assez sympathique pour aller mettre des panneaux solaires. L'accès au foncier, un peu comme disait Frédéric, c'est donc une vraie complexité, sans compter le coût du foncier. Là où on a le droit, en théorie, de mettre des panneaux, le coût est assez exorbitant. Et du coup, ça fait que la colocalisation que on peut chercher pour simplifier notamment le transport entre production et usage de l'hydrogène est totalement, ou quasi totalement impossible. Et donc vous faites la somme des 2 premiers entre la colocalisation des ENR et la colocalisation impossible avec les usages, ça fait quelques complexités avec des impacts économiques assez forts. Dans les impacts économiques derrière, l'absence de PPA et de connexion au réseau fait que notre infrastructure, notre électrolyseur ne peut marcher que intégralement sur nos sources de NR dédiées, et donc le solaire. Et donc par exemple, pour faire marcher l'électrolyseur la nuit ou l'hiver,
il faut un parc de batteries assez conséquent et malgré tout, donc des surcoûts non négligeables et malgré tout, on ne peut pas avoir un taux de charge à 100%, très loin de là. Donc en bas, les conséquences avec des petites flèches rouges, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles là-dessus. Donc c'est solaire avec pas de batterie, des surinvestissements capacitaires énormes par rapport à des infrastructures qui peuvent être connectées à du réseau, des facteurs de charge donc faibles et puis des risques associés significatifs et un transport de l'hydrogène. Bref, tout ça, ça fait beaucoup de coûts. À droite, on pourrait imaginer qu'on a une opportunité, c'est que le coût de l'électricité, basiquement sur l'île, c'est un peu comme, et c'était exposé sur la Guadeloupe, le coût de l'électricité à la base est très très élevé. Et donc finalement, l'hydrogène intrinsèquement pourrait être considéré comme compétitif. Sauf que l'électricité, elle est pareil, on a une péréquation, et donc en fait, le prix payé de l'électricité, eh ben, c'est pareil, c'est à peu près 3 fois moins cher que son coût réel. Et donc en fait, comme l'hydrogène de son côté ne bénéficie pas de cet avantage, ben, on retrouve un surcoût qui n'est pas réel, mais qui est le surcoût commercial classique. Et puis un dernier point sur lequel que je mentionne là, c'est les appels à projets. Alors sur les premières vagues de l'ADEME, prenez en compte la spécificité de la Corse, mais en fait c'était dans le cahier des charges uniquement, puisque on avait des dérogations pour pouvoir subventionner notamment le solaire associé aux électrolyseurs. Sauf qu'au final, on arrivait sur des coûts de projet trop élevés, ramenés à la puissance installée, donc trop de subventions, et donc assez difficilement subventionnables. Et aujourd'hui, bah, le problème est résolu, c'est que toutes ces aides sont exclues, et le critère de compétitivité, qui est le premier critère, qui pèse à 70% sur l'appel à projet, fait qu'évidemment, avec ces complications structurelles qu'on a, fait que la Corse n'a aucune chance d'être compétitive sur l'appel à projet national. Peut-être qu'un jour, on aura un appel à projet ZNI, mais cet appel à projet, on va le voir après, il est défini principalement par rapport aux îles d'outre-mer et donc à une échelle très réduite et qui ne correspond pas aux besoins de la Corse. Donc aujourd'hui, la Corse est devant un petit souci de subvention à venir sur ses futurs projets. Alors, avec un peu d'humour, je dis pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'hydrogène en Corse ? Il y a quand même une vraie justification. Ah, pardon. Hop. Voilà. C'est qu'en Corse, la décarbonation fera que l'hydrogène sera un besoin structurel au système électrique. Aujourd'hui, le système énergétique, c'est 87% d'énergie fossile. Donc, je parlais d'un réseau électrique à 70%, mais l'électricité ne pèse pas très lourd dans le système énergétique global, comme tout à l'heure sur les Antilles. Et la décarbonation, ça signifie évidemment le passage de cette énergie fossile à l'électricité. Et malgré tous les plans de MDE qu'on peut imaginer, et qui sont et même de façon très drastique, ça veut dire quand même une explosion de la demande électrique et donc des besoins de stockage en complément du développement des ENR et des problèmes d'équilibrage de réseau qui vont être très importants, avec une sollicitation violente du réseau électrique, qui est déjà problématique aujourd'hui. L'été dernier, tous les effacements, donc toutes les coupures de courant qui ont eu lieu en Corse, ont été liées non pas à un manque de puissance disponible, mais à un problème de réseau, de distribution, et de l'incapacité du réseau à distribuer. Alors, je vous donne un exemple tout basique. Quand on met toutes les clims à fond dans la journée, quand il fait bien chaud, on tire énormément d'électricité, on passe une intensité très importante dans les fils électriques. Les fils s'échauffent. En plus de ça, c'est aux heures où les panneaux solaires envoient tous beaucoup d'électricité sur le réseau, donc il y a encore beaucoup d'intensité. Et c'est les heures où il y a du soleil très fort, et donc les câbles chauffent énormément. Ils s'allongent. Alors, il y en a qui ne sont pas très hauts, donc ça devient assez dangereux sur certaines routes, mais surtout, on est quand même exposé à du vent, même en été.
Et donc les câbles sont susceptibles d'aller se toucher avec des feux d'artifice à la clé qui sont assez significatifs. Il y en a eu au mois d'octobre en Hollande qui ont fait des coupures de courant d'une semaine derrière avec des images assez fantastiques. EDF en Corse gère ça plutôt bien aujourd'hui, donc ils coupent le courant en avance. Mais enfin, en attendant, on n'a plus de courant. Et donc, évidemment, l'avenir du système électrique en Corse, ça veut dire du stockage à la source, mais aussi du stockage à l'arrivée, près des points de consommation, et un basculement de l'énergie entre le stockage source et le stockage conso, à des moments où le réseau est moins sollicité, donc tard dans la nuit, par exemple, des choses comme ça. Et évidemment, dans ce cadre-là, l'hydrogène est amené à jouer un rôle structurel. Donc là, j'ai listé les besoins qu'on a estimés au sein de la délégation sur le dimensionnement d'hydrogène. Donc le soutien au réseau, c'est le dernier point. Donc vous voyez qu'il est quand même assez significatif en termes d'enjeux par rapport aux autres. Ce soutien au réseau, il peut être direct, comme indiqué, via le stockage, le report temporel, et aussi du soutien en cas de panne, ou de soutien à la fréquence, mais il peut être aussi indirect. Et indirect au sens où l'hydrogène permet d'éviter de passer de l'énergie par le réseau en le transportant sous forme gazeuse d'un point à l'autre, et notamment pour des cas d'usage direct comme la mobilité. Et là, on voit que le sujet mobilité hydrogène, c'est pas juste un besoin de mettre du carburant dans les véhicules, c'est aussi un sujet de structure de réseau électrique. C'est que tout ce qu'on va mettre en hydrogène dans les véhicules, c'est autant d'électricité en moins sur le réseau. Si on considère que les batteries, qui dans un certain nombre de cas peuvent suffire en termes de mobilité, ça veut dire que le soir, vous allez recharger les batteries. Et recharger les batteries le soir, c'est solliciter encore plus, faire des pics de puissance, d'appels de puissance colossaux sur le réseau électrique. Donc, si économiquement, intrinsèquement, localement, quand on regarde l'équation, on dit je prends un bus hydrogène, ça coûte vachement plus cher que mon bus électrique, le carburant va me coûter plus cher que mon courant, qui est payé par d'autres gens que la Corse. Et donc, localement, le bus hydrogène, il vaut pas le coup. Sauf que si tout le monde raisonne comme ça, le soir, le réseau électrique va tomber et personne n'aura de courant et on ne pourra pas non plus recharger le bus, mais on ne pourra pas non plus se chauffer, se faire la cuisine, etc. Donc le sujet, il faut le regarder vraiment sur un aspect très systémique au niveau de la Corse et faire une équation économique sur sa globalité. Si on veut répondre à des besoins de charge, notamment de la mobilité électrique, intégralement à batterie, il faudrait des investissements colossaux pour passer les pics de puissance, donc de stockage et de réseau électrique. Et là, on parle en dizaines de milliards d'euros. Et quand on voit ça comme ça, on se dit que l'hydrogène, finalement, c'est pas très cher. Le seul truc, c'est qu'économiquement, aujourd'hui, on ne sait pas le gérer au moment de prendre les décisions. Et derrière, au-delà de ça, vous avez une configuration géographique de la Corse, et notamment topographique et climatique, qui fait que, dans certains cas, la batterie, ça a vite des limites. Donc, je vous ai mis quelques petites images à droite qui ne sont pas que touristiques et pas pour vous faire rêver uniquement. C'est pour vous illustrer ce qu'est la Corse quand même, puisqu'on pense toujours aux belles plages, au soleil et tout. Mais la Corse, c'est aussi des montagnes qui montent à 3000 mètres. C'est un peu moins que ma voisine, mais c'est quand même 3000 mètres. Il y a pas mal de sommets au-dessus de 1000 mètres. Vous avez de la neige éternelle. Et l'hiver, vous voyez en bas le train, le col de Vizamon, il est quand même bien dans la neige. Il arrive à passer l'hiver. Par contre, la route à côté, elle est fermée. Et donc, c'est des contraintes d'usage très fortes, donc des côtes très importantes. Donc pour les batteries, c'est un problème. Et l'hiver, des préchauffages de batteries et du chauffage de batteries en termes d'usage avec le climat, avec le froid, qui baisse l'autonomie des batteries facile de moitié. Et juste à titre d'exemple, cet hiver, on a fait un test à Île-Rousse avec un minibus électrique qui est donc c'est pas la zone la plus montagneuse qui soit, mais le minibus électrique,
il ne tenait pas sa tournée quotidienne. Donc on lui faisait faire que la moitié de la journée, et encore on lui faisait faire que l'après-midi pour éviter de préchauffer la batterie le matin, qui n'aurait même pas pu faire avec cette contrainte. Il n'aurait même pas pu faire la première allée le matin pour aller à Belgodère, qui était le premier village qui desservait. Donc on voit bien qu'on a des limites qui s'atteignent très vite. Et ce même minibus, tout à l'heure il y avait David d'Ivia, j'attends avec impatience son petit minibus hydrogène. Là, le problème est résolu, et le véhicule tiendrait d'une part la journée, et deuxièmement, s'il y a besoin, on peut le recharger en quelques minutes. Alors que recharger un bus à batterie en Corse, il faut y passer la nuit, vu qu'on n'a pas de borne de plus de 22 kW. Parce que après, si on met plus que 22 kW, c'est le réseau EDF qui ne tient pas. Donc la démonstration, je pense qu'elle boucle assez vite, hein, vous comprenez la problématique. Bon, il y a des gens qui voudraient faire des trains à batterie en Corse, mais je ne vous raconte pas. Ce que ça représente, en gros, c'est une semaine de charge pour tourner, et pour tourner quelques heures, et même pas passer le col du Visavon. Donc on a vite quelques limitations structurelles. Bon, dans ce contexte-là, l'hydrogène paraît vraiment indispensable, même s'il y a encore des gens qui en doutent. Le besoin total, ça reste relativement limité. Vous voyez en bas, on arrive à lisser les besoins suivant les saisonnalités, suivant les usages, parce que les pics ne sont pas tous au même moment et tout. Donc on arrive à peu près à lisser dans un premier temps, à l'horizon 2030, autour de 30 tonnes jour. Mais aujourd'hui, on est à zéro, enfin quasiment zéro. Et l'autre point qui est important, c'est la dernière ligne, c'est que ça nous permet aussi de progresser énormément en termes d'autonomie énergétique. Et comme disait Frédéric, aujourd'hui, on importe du pétrole. Demain, on va importer des biocarburants. Si on continue, on va importer aussi de l'hydrogène. Alors, les projets en Corse, la Corse a commencé très très tôt sur l'hydrogène avec une station expérimentale pilotée par l'université de Corté, donc, qui s'appelle Myrthe, près d'Ajaccio. Vous avez la photo. L'objectif de la station, c'était une petite station solaire avec du stockage d'hydrogène, justement, en soutien au réseau, avec une connexion au réseau derrière. C'était une première mondiale. Elle a été connectée en novembre 2011 au réseau électrique. Aujourd'hui, la PPE prévoit 4 à 8 tonnes, donc à comparer aux 30 tonnes qu'on a estimées de notre côté. L'agence de l'énergie locale a lancé une étude stratégique sur le développement de la filière, donc évidemment que j'accompagne au nom de France Hydrogène. Et nous avons créé donc la délégation Corse au mois d'avril, avec 10 membres à l'époque. On est à 13 aujourd'hui. Il y a encore quelques membres qui sont en attente, et notamment d'inscription à France Hydrogène. Donc on devrait atteindre une quinzaine de membres assez vite. Les projets. Aujourd'hui, il y a la société Corse-Tyrène qui, à l'origine, comme son nom l'indique, fabrique du polystyrène, et qui a compris que son avenir n'était pas dans le polystyrène, et donc qui commence à se restructurer pour développer de nouvelles activités. Ils ont lancé une société de construction de maisons en bois, et maintenant ils se lancent dans l'hydrogène. Ils ont lancé deux toutes petites stations avec électrolyseur intégré pour alimenter leur car à fourche en début d'année dernière. Et ils préparent une phase 2 un peu plus importante pour la mobilité de leur côté, là, vous voyez la côte Est, et pour Ajaccio. Il y a un deuxième projet qui a été lancé, lauréat de l'ADEME l'année dernière, par la société Corsica Energia. Le projet s'appelle Défi 2A, 2B. Alors, 2A, 2B, c'est les numéros des départements, hein, 2A le sud, 2A, 2B le nord. L'objectif de ce projet est d'alimenter les ferries rouges, donc Corsica Linea, sur les deux ports d'Ajaccio et de Bastia, qui sont les deux ports principaux. Et c'est typique de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un moyen de contourner le réseau électrique, de transporter de l'énergie sans passer par le réseau, sachant que les ferries, ça génère des pics de puissance très ponctuels quand ils sont à quai, et quand ils ne sont pas à quai, on n'en a pas besoin. Et donc, ça veut dire, si on passait uniquement par le réseau, des installations électriques lourdes pour juste des pics de quelques heures dans la journée. Sans compter qu'en théorie, on est censé les alimenter en électricité verte avec la réglementation européenne, et qu'évidemment, avec le réseau en Corse, on est un peu loin du compte à court terme.
Le deuxième projet, c'est le mien cette fois, donc il s'appelle ICOR et l'objectif initial était de décarboner le train. Il est structuré autour du train, le train donc d'une part le décarboner et d'autre part l'utiliser pour distribuer l'hydrogène, alors pas sur toute la Corse mais au moins sur les 2 lignes de train qu'on a entre Bastia et Ajaccio et sur le nord-ouest où j'ai positionné le projet, et d'alimenter comme ça l'ensemble des usages autour de lignes de train. Évidemment, des stations pour recharger le train, mais aussi pour la mobilité routière et pour les ports, et notamment compléter le projet DEFI sur l'alimentation des ferries à quai. Donc moi, j'avais travaillé avec les jaunes et on a engagé des discussions aujourd'hui avec la 3e compagnie qui vient d'être achetée par CMA-CGM. Autre projet structurel, c'est celui de Corse-Gazole, donc qui est une société solaire en Corse qui aujourd'hui est établie un peu partout, qui fait des projets d'implantation solaire un peu partout en France et notamment dans les EDNI. Leur projet est très très innovant et très intéressant. L'objectif est d'injecter de l'hydrogène dans les centrales thermiques qui vont marcher au biocarburant. Donc, le projet est tout neuf, la communication commence tout juste, donc il y en aura un peu plus dans les semaines qui viennent. Et 2 autres projets que je veux signaler qui portent sur la mobilité, mais d'un point de vue véhicule cette fois, et sur le maritime. Donc le lycée maritime en haut à droite qui développe pour l'année prochaine un bateau de pêche à hydrogène, et qui a un petit souci, c'est qu'il ne sait pas comment il va alimenter son bateau avec de l'hydrogène à court terme. Et un deuxième que j'ai mis en bas à droite, mais dont le siège est à Ajaccio, qui s'appelle Green Navy et qui développe des catamarans à hydrogène, mais là, pour le coup, de façon... c'est pas un one-shot, c'est de la production. Le numéro 1 est en cours de fabrication à Nantes et il sera fini à Brest. Malheureusement, c'est pas de la production locale, mais le siège de l'entreprise est en Corse. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Frédéric. Bertrand, pardon. Je vais applaudir également. Donc, avec là, plus une application technologique, avec des utilisations envisageables, notamment en milieu rural, mais j'en dis pas plus. Je vous laisse présenter l'intérêt du projet, de l'application et la décrire en elle-même, donc avec Energo, Vinci Énergie et Total Énergie. La parole est à vous. Non, c'est sûr. Oh, c'est bon. Bonjour à tous. Alors Energo, c'est une start-up qui a déjà 5 ans, qui a été développée autour d'une technologie innovante de plasmacatalyse qui permet de valoriser des gaz en molécules d'intérêt. Donc on parle de valorisation de biogaz ou valorisation de CO2. Et lorsqu'on parle de molécules d'intérêt, on parle de production de méthane, production d'hydrogène ou encore production de liquides organiques biosourcés tels que le méthanol, mais également l'acide acétique, l'acétone, etc. Alors pourquoi c'est une solution technologique adaptée aux territoires ruraux, isolés et insulaires? C'est vraiment parce que c'est une technologie qui est compacte, implémentable finalement sur des sites de production qui sont loin des réseaux, donc au plus près des émetteurs et au plus près des utilisateurs de produits finaux, de manière à permettre une décarbonation décentralisée dans une logique d'économie circulaire. Et c'est vraiment une solution qui est complémentaire et surtout compétitive, complémentaire aux technologies existantes de production de grosses masses pour répondre aux ambitions de production de molécules telles que le SAF, les kérosènes renouvelables à destination de l'aviation, de méthanol, d'hydrogène et de méthane, donc la demande forte de l'ensemble du territoire. Alors, un territoire des solutions, donc c'est une technologie particulièrement adaptée pour tout ce qui est site de biogaz en injection, donc avec une solution de méthanation. On va venir augmenter le rendement en méthane de l'unité. Une solution également adaptée pour tout ce qui est site de biogaz loin des réseaux, où finalement c'est une solution de valorisation de biogaz en molécules telles que le méthanol, donc un liquide qui est facilement exportable. Donc c'est une solution alternative à la cogénération. C'est également une solution qui permet l'essor de projets biogaz qui peuvent tomber à l'eau parce que situés loin des réseaux. Pour tout ce qui est site de transformation de déchets, c'est une solution de valorisation du syngas produit par gasification, par pyrogasification, en méthane injectable ou en hydrogène.
Pour tout ce qui est industrie émettrice de CO2, donc je pense à l'agroalimentaire par exemple, c'est une solution qui permet la production de molécules de façon décentralisée. Donc on parle de méthanol forcément, mais également de kérosène à destination de l'aviation, kérosène renouvelable, et là en faisant appel à des technologies tierces. Et enfin, pour tout ce qui est besoin local en hydrogène, on a deux voies technologiques. D'un côté, le réformage de biogaz pour produire de l'hydrogène ou la dissociation d'ammoniac pour produire de l'hydrogène. Ces deux technologies sont vraiment des alternatives compétitives aux technologies de l'électrolyseur ou encore du réformage de méthane plutôt d'origine fossile. Alors si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que la technologie Energo ? Energo, c'est la combinaison de deux technologies qui sont déjà matures d'un point de vue industriel. D'un côté, on a la technologie du plasma qu'on va retrouver dans tout ce qui est traitement de l'eau, dans les ozoneurs. Et de l'autre côté, la technologie de catalyse hétérogène qu'on va retrouver dans tout ce qui est hydrotraitement dans le domaine du raffinage. Le caractère innovant d'Energo, c'est vraiment la combinaison de ces deux technologies. Et précision sur le plasma, il s'agit d'un plasma froid, donc on est à 200 degrés à pression atmosphérique, donc pression basse. Et donc l'intérêt de cette technologie, finalement l'intérêt il est multiple. Un premier intérêt, c'est un intérêt CAPEX, parce que si on simplifie à l'extrême, finalement les gaz vont passer sous état ionisé, comme les néons qui nous éclairent, ce qui va accroître la réactivité des molécules, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins de catalyseurs que dans les technologies conventionnelles, ce qui fait qu'on a des réacteurs très très compacts, donc forcément un gain en CAPEX. Ensuite, nos catalyseurs sont très résistants aux polluants. Quand je parle de polluants, je parle d'azote, d'eau, d'oxygène, de COV, de BTX comme le benzène, partiellement d'H2S. Donc ça va permettre finalement de simplifier la chaîne de pré-traitement, voire de supprimer certaines unités, en tout cas de permettre un gain CAPEX notable sur l'ensemble de la chaîne. En termes d'OPEX, effectivement, c'est également intéressant, donc du fait des conditions opératoires favorables, 200 degrés, pression atmosphérique. Il y a deux études indépendantes qui ont été menées par des cabinets, par Enea Consulting et Naldeo, sur la méthanation spécifiquement, qui ont montré que la technologie Energo permettait de réduire de 40% le LCOI, donc c'est CAPEX-OPEX sur 20 ans. Donc, notre technologie est particulièrement adaptée dans une approche décentralisée de la décarbonation, dans une logique d'économie circulaire. On va se positionner sur des débits allant de 100 à 10 000 normomètres cubes par heure en entrée. Donc, typiquement, facilement implémentable au plus près des émetteurs et au plus près des utilisateurs. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est le réacteur que l'on propose, donc avec le générateur de plasma associé, ainsi que le catalyseur à l'intérieur. Et en fait, pour simplifier, en fonction des gaz qu'on y met et des produits qu'on va avoir en sortie, eh ben on va se positionner sur différentes chaînes de valeur, sur différentes applications. On en est déjà à 8 brevets. Et l'application historique d'Energo, c'est la méthanation, c'est-à-dire la production de méthane à partir d'hydrogène ou de CO2 ou à partir de syngas issus de gazification. Et je vais passer le relais à Isabelle de Vinci-Énergie. Merci Marion. Ce contexte technologique ayant été posé, nous vous proposons maintenant de nous focaliser sur les acteurs économiques que l'on trouve dans les territoires. D'une part, comme l'expliquait Marion, les industriels, en particulier l'agroalimentaire, mais pas que, qui se retrouvent au niveau de leurs assets à devoir gérer des émissions de CO2 inhérentes à leur process et qui c'est du CO2 qu'on va dire fatal, en fait. Et d'autre part, on va voir aussi sur le territoire des assets de traitement des déchets, valorisation des déchets, comme typiquement la méthanisation, le waste to gas, etc. Comme l'expliquait Marion, que ce soit les uns ou les autres, ils sont face à la problématique de qu'est-ce que je fais de ce CO2 qui est inévitable compte tenu de mon activité. Nous, côté Vinci Énergie, nous sommes très proches de ces clients-là qui nous remontent cette problématique, puisque notre réseau d'entreprises, en particulier Actemium, dédié aux industriels, travaille au quotidien avec eux et remonte cette information qui est, mais aidez-nous à trouver une solution par rapport à la décarbonation de notre asset. Donc là, vous voyez finalement toutes les flèches orange-verte qui convergent vers une solution qui nous a paru, nous, Vinci Énergie, particulièrement intéressante à proposer à nos clients, qui est la méthanation. D'où le fait que nous avons commencé à travailler ensemble. Donc avec Marion, nous allons vous expliquer très rapidement l'historique du partenariat que nous avons monté. Alors la méthanation chez Energo, ça a commencé en 2019 avec la construction d'un démonstrateur mobile, donc de méthanation, qu'on était en mesure de déplacer sur site pour faire des tests en conditions réelles sur fumée.
En 2021, on a eu notre premier démonstrateur pilote qui a été construit et démarré sur une unité de méthanisation du côté de Compiègne, où on est venu valoriser le CO2 issu de la méthanisation. Et en juillet 2022, on a été la première entreprise française à injecter du méthane de synthèse dans le réseau. On a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle de la CRE. Pourquoi est-ce que nous avons signé un contrat Energo Vinci Énergie France en décembre 2022 ? C'est parce que nous, côté Vinci Énergie, nous souhaitons pouvoir apporter des solutions qui sont efficaces, qui sont à niveau de qualité industrielle, en particulier en termes de méthanation. Donc nous avons voulu accompagner Energo dans la dernière phase du développement de son méthanateur, avec actuellement comme objectif de développer un démonstrateur pré-industriel qui sera capable de produire 100 normomètres cubeurs de CH4, c'est-à-dire l'équivalent de 1 MW de CH4. Le tout avec derrière un objectif qui est d'aller vers une première industrielle. Et c'est dans ce contexte que nous souhaitions intervenir aujourd'hui pour vous montrer ce que nous souhaitons réaliser dans les mois à venir. Donc cette démonstration pré-industrielle a pour objectif, comme je vous le disais, de produire à peu près 1 MW de méthane. La durée du test va être de 2000 heures, avec deux objectifs principaux. L'upscaling, comme l'expliquait Marion, par rapport au pilote qui a été installé à Sampigny dernièrement, et puis bien entendu aller jusqu'à la garantie de performance. Alors pour ça, nous avons plusieurs étapes, bien entendu des études, et je vais vous montrer à travers un film qui est ici quel est le résultat que nous avons jusqu'à présent au niveau des études menées par les équipes Actemium, dont 2 Actemium qui sont locaux, SITC et Actemium Pau. Nous avons ensuite à franchir l'étape de réalisation, des tests sur suite, et pour ça je passerai la parole à Jean. Et puis ensuite, nous ferons un REX pour aller à la garantie de performance et pouvoir proposer ce type de solution à nos clients. Alors, j'espère que ça va marcher. A priori, oui. Donc, quel est le principe ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça vous ira ? Ouais. Donc, ici, vous voyez le conteneur qui va contenir 2 réacteurs de 1 MW chacun, puisque nous avons un réacteur qui va fonctionner pour l'unité pré-industrielle et un réacteur en sphère. Ce conteneur est associé à un second conteneur ici de purification, plus un de recouvrement. Ici, vous voyez la livraison d'hydrogène qui peut être par tube trailer, mais qui pourrait être par électrolyse. Une entrée ici de l'hydrogène dans les réacteurs, associée à une entrée de CO2 qui vient de l'assiette industrielle qui est derrière. On passe par les réacteurs Energo pour obtenir un mélange, essentiellement du CH4, ce CH4 va être réinjecté dans l'assiette ou peut être directement injecté dans les réseaux, puisqu'on vise une qualité réseau au niveau du CH4 produit. Donc en termes de réalisation, nous sommes en train de travailler sur le sujet et nous sommes associés à Total Energy. Je vais passer la parole à Jean pour les tests sur site. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc évidemment, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a la chance, d'avoir un gros projet de méthanisation qui a vu le jour sur le site de Lac qui s'appelle BioBéarn. C'est le plus gros site de méthanisation en fonctionnement en France. Il pourra produire jusqu'à 170 gigawattheures de biométhane injecté sur le réseau. Ça représente après la consommation de la ville de Pau. Alors c'est un super outil pour offrir une énergie décarbonée locale et circulaire aux populations. Mais il y a un petit mais, c'est qu'on dans le biogaz, on a en général encore moitié biométhane et moitié CO2. Et donc l'idée avec la brique de méthanation ici, c'est de venir augmenter la production de gaz renouvelable en recyclant le CO2 biogénique issu de la digestion anaérobie, qui traite des résidus agricoles, des déchets agroalimentaires et tout ce qu'on peut trouver sur le territoire. Donc traiter ce CO2 biogénique en méthane. Et donc pour ça, on a été aussi interpellé par la technologie nouvelle d'Energo, par le savoir-faire d'intégration de Vinci, et on a profité de Chempark, qui est un peu l'animateur de la plateforme industrielle de Lac, pour participer à un appel à projet ZIBAC de l'ADEME,
ZIBAC étant les zones industrielles bas carbone. Et donc on a proposé la solution de méthanation comme décarbonation de ce carbone biogénique de méthanisation. En termes de procédé, bon, Isabelle vous l'a un petit peu indiqué, on va venir récupérer le CO2 biogénique issu de la méthanisation à l'issue du traitement du biogaz qui permet d'isoler le biométhane et le CO2 biogénique. On va venir le combiner avec de l'hydrogène qui viendra soit de tube trailer, soit d'électrolyseur, dans le méthanateur Energo, les 2-3 conteneurs que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Et on devrait pouvoir produire de ce fait autour de 100 mètres cubes heure de biométhane supplémentaire injecté sur le réseau. Voilà. Donc l'intérêt pour ZIBAC et la plateforme de lac, c'est vraiment de valoriser ce CO2 biogénique qui aujourd'hui est émis à l'atmosphère, hein, et de l'injecter sur le réseau de Terega de manière à ce qu'on puisse augmenter la part de gaz renouvelable dans le réseau. C'est une brique techno qui peut être utile donc pour nous, Total Energy, mais il y a d'autres acteurs sur le site de lac qui produisent aussi du CO2, biogénique ou pas. Mais c'est aussi une brique qui pourra être réutilisée ailleurs, comme le mentionnait Isabelle, sur d'autres sites de méthanisation, mais sur d'autres sites industriels aussi. Et donc, quelque part, le soutien de l'ADEME peut être utile pour pousser cette solution en France, voire à l'international en export. Et ce qui est intéressant pour le territoire, je dirais Béarn ou Nouvelle-Aquitaine, c'est que la solution, elle serait développée localement sur la plateforme de lac, et puis qu'on travaille main dans la main avec Actemium, Pau et Bordeaux, donc on est vraiment en local. La construction du ski devrait être faite aussi ici, donc pas mal de boulot proche de chez nous. Voilà. Donc voilà, on travaille à faciliter ce développement. On compte pas mal sur cette image de marque ZIBAC et le soutien de l'ADEME pour pouvoir avancer. Et on espère bien pouvoir monter ce démonstrateur, disons l'année prochaine, soyons raisonnables. Mais voilà, ça serait un beau succès de l'hydrogène au service de la décarbonation des territoires. Merci, à vous. Merci beaucoup. On peut vous applaudir aussi, chaleureusement. On va juste passer... Alors, on a un petit peu... Ah, du coup, la slide, vos questions à sauter, c'est pas grave. Ah, oui, parce qu'on a changé, donc c'est pour ça. On a un peu dépassé l'horaire, mais la plénière démarque à 11h30. Donc, on peut, si vous voulez bien encore rester quelques minutes, prendre quelques questions. Donc, je redis que de toute façon, les slides, vous les aurez. Via le site internet des journées, ça va peut-être prendre un peu de temps. Si vous êtes pressé de les avoir, une solution simple, c'est vous posez votre carte de visite ou vous marquez votre adresse mail dans mon cahier et du coup, je vous enverrai ça dans les tout prochains jours. Y a-t-il des questions pour nos intervenants? Oui. Alors, je vous demanderai juste de bien parler dans le micro parce qu'il y a une captation et de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Patrick Rateau. Je me posais la question, vous avez envisagé le solaire, vous avez envisagé l'éolien pour les territoires notamment atlantiques. Est-ce que vous avez envisagé l'hydrolien, le houlomoteur pour ce type pour l'approvisionnement en énergie tout simplement, pour les territoires et pour éventuellement produire de l'hydrogène? Parce que le houlomoteur, pour la Corse, il y a l'avantage de ne pas avoir les éoliennes justement. Alors c'est moins productif en énergie, mais ça a l'avantage de ne pas être visuel. Voilà. Oui, il y a je peux répondre très rapidement. Il y a des projets pilotes sur l'énergie de la mer. Il y a différentes façons de faire. Hein. Chez nous, on a un projet houlomoteur qui a démarré il y a quelques mois. D'assez petite taille, mais qui permet le proof of concept, hein, c'est un peu l'objectif poursuivi. Il y a aussi eu dans le passé des technologies de type OTEC, Ocean Thermal Energy Converter, qui ont été envisagées. Alors la problématique n'est pas tellement la ressource, les sources d'énergie. Je parle pour la Guadeloupe prioritairement, parce qu'on a de la géothermie, j'en ai pas beaucoup parlé, mais avec un potentiel avéré, une usine déjà qui date de 1982 qui
qui a été racheté récemment par un groupe israélo-américain qui fonctionne plutôt bien et qui peut doubler sa capacité dans les années qui viennent. Donc ça ferme un peu la porte aux technologies un peu plus exotiques, mais c'est toujours intéressant d'explorer, de garder une veille active dans ce secteur-là. Donc oui, l'énergie de la mer fait partie du mix, en tout cas étudié. Autre question? Oui. Anis Ayoub de chez Plug. Je fais déjà les présentations. Bonjour, petite question rapide pour le projet Energo. Autant je comprends le principe quand on a de l'hydrogène fatal pas pur, autant je voulais juste vous demander sur un bilan de puissance, quand on utilise de l'hydrogène pur par électrolyse, est-ce qu'il vaut mieux l'envoyer dans une pile à combustible ou un moteur à combustion, ou aller faire tout ce process, passer par du CH4, ou à la fin je vais libérer du CO2 en termes de bilan de puissance? Alors, si vous voulez bien passer le micro. Oui. En fait, je pense qu'on a un bilan de puissance globalement, on doit avoir 70% de rendement sur l'électrolyse, peut-être 80% sur la méthanation, donc on va sortir autour de 90, me dit ma collègue, ma partenaire. Donc on a effectivement un rendement entre 50 et 60% de la chaîne complète. Je pense qu'on n'a pas les mêmes usages avec le gaz, on a une énergie qui est stockable et qu'on peut reprendre quand on veut. Avec l'électricité, oui, c'est vrai. Oui. Par contre, avec le gaz, on a le réseau et toutes les infrastructures logistiques qui sont déjà disponibles. Je pense que quelque part, la facilité, typiquement sur la méthanisation, on est sur une énergie un peu décentralisée. On a juste majoritairement maintenant, on cherche à se développer sur une méthanisation de type injection dans le réseau. L'avantage de coupler méthanisation et méthanation, c'est d'augmenter de 50 à 80% les débits de gaz en convertissant ce CO2 biogénique en méthane synthétique. Après, si on ne le convertit pas, le CO2 il part à l'atmosphère. Et si on ne fait pas la méthanisation, la dégradation de la matière organique, le CO2 part à l'atmosphère. Donc c'est ça le principe du gaz renouvelable. On a beau avoir un contenu carbone, en fait c'est un carbone qui est en cycle court. Et l'avantage aussi du méthane, c'est qu'en fait, finalement, il peut également être directement utilisable sur site, en fait, en utilisant les équipements existants, qui aujourd'hui fonctionnent majoritairement au gaz naturel fossile. Donc en fait, on va substituer finalement une ressource fossile à une ressource biogénique. Merci. Une autre question? Oui. Geneviève Caminade, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, merci. Quelle est l'alimentation de votre méthaniseur pour avoir vos 170 gigawattheures et quel rayon d'alimentation, d'approvisionnement? Typiquement, le rayon de drainage des intrants, c'est une 50aine de kilomètres. Et les développements que l'on poursuit, on cherche à s'adosser sur un industriel agroalimentaire pour sourcer une partie significative des intrants. Typiquement, ici dans la région, on s'appuie sur la transformation du maïs. Donc on récupère des broyats de maïs doux liés à la chaîne Euralis et autres grandes coopératives locales. Et puis après, on complète avec, bien sûr, aller chercher des réseaux de coopératives agricoles pour récupérer des fumiers, des lisiers, d'autres résidus de culture, éventuellement des abats aussi, certains abats d'animaux. Quoi. Voilà. Merci. Y a-t-il peut-être une dernière question? Oui. Oui, bonjour, Bruno Roussel, directeur général de service syndicat Trifil du Tarn, traitement des déchets. Vous nous avez répondu, monsieur, tout à l'heure pour la Guadeloupe, qu'effectivement la question des appros en fait, et des potentiels n'existait pas puisque vous aviez plusieurs sources, mais sur des territoires ruraux ou semi-ruraux se pose quand même la question aujourd'hui de l'énergie primaire.
On voit qu'on a beaucoup de difficultés pour pouvoir assurer de la production, on va dire à partir de l'atome, je pense à du photovoltaïque pour des questions de foncier, hein, les questions de ZAN ou autres. On a effectivement quelques territoires qui ont la chance d'avoir de l'hydroélectricité, d'autres un petit peu moins. De façon générale, je voulais vous interroger. Alors je dis ça en étant parti pris, puisque la solution qui vient d'être développée autour de la méthanisation nous intéresse fortement. On n'est pas tout à fait des nouveaux dans la matière, certains le savent, hein, puisque cette question des autres technologies aujourd'hui de production d'hydrogène se pose aussi. Mais à partir de cette question, je vais faire un petit peu votre approche sur ces questions de gisement, sur finalement une approche assez monolithique que l'on a en matière d'hydrogène, qui est celle de l'atome, donc de l'électrolyse. Et aujourd'hui, quelle place peut-on faire à d'autres systèmes de production, dont le reformage, parce qu'actuellement, dans tous les appels à projets, dans toutes les manifestations ou dans tous les projets qu'on souhaite développer, on a quasiment une porte fermée dès qu'on ne parle pas d'électrolyse. On peut peut-être juste quand même rappeler que dans le nouvel appel à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME, il y a maintenant l'éligibilité sur la biomasse, pyrolyse, pyrogazéification. Mais je laisse nos intervenants réagir. Avec le micro, s'il vous plaît, par contre, sinon on ne va pas pouvoir vous entendre à la captation. Oui, effectivement, j'allais réagir de la même manière. Donc, il y a le nouvel appel à projet écosystème H2 intègre la pyrogazéification au sens général, parce qu'il y a plusieurs types de pyrogazéification. Voilà, donc, et sur nos territoires, ça peut être une réalité avec certaines biomasses disponibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des projets sur la valorisation des sargasses, mais avec toutes les difficultés inhérentes à cette biomasse qui est très très spéciale, puisque en se déplaçant dans les océans, elle se charge fortement en arsenic. Et voilà, et à un moment donné, on se retrouve avec ce problème d'arsenic qui, voilà, si on n'arrive pas à l'évacuer avant qu'elle arrive sur Terre, et ben, quelque part, on importe de l'arsenic sur Terre. Donc c'est une difficulté quand même. Je crois que Bertrand voulait aussi réagir. Sur la Corse, c'est évidemment un sujet qui nous intéresse, mais avec une problématique majeure qui est la saisonnalité. Et la saisonnalité, évidemment, des déchets ou de la biomasse produite, etc. Donc, bon, on a toute la biomasse naturelle liée aux forêts, l'exploitation des forêts et autres. Et là, il y a un potentiel assez important, mais qu'on n'arrive pas à développer pour des questions de fonctionnement interne, de structure, enfin. Mais après, il y a tout l'usage des déchets, des eaux, enfin des déchets de stations d'épuration, des choses comme ça. Et là, le problème, c'est que l'hiver, on en produit très très peu. L'été, on en produit énormément. Et donc, la rentabilité de l'investissement est problématique. Enfin, soit on le dimensionne pour l'hiver, et auquel cas, c'est une installation petite et qui n'est pas intrinsèquement très rentable par rapport à son investissement. Et si on le dimensionne par rapport à l'été, où pour le coup, on a une usine à échelle intéressante, l'hiver, elle ne marche pas, donc l'amortissement est problématique aussi. Bon, après, je vous passe la gestion des déchets et les problématiques associées. Oui, je compléterais peut-être juste, effectivement, je pense que c'est comme un peu pour les batteries et l'hydrogène, il ne faut pas opposer les technologies aussi. En fonction des usages, on a besoin aujourd'hui de toutes les manières de produire l'hydrogène. Donc il y a un stock aussi énorme à exploiter en termes de déchets, notamment en France, on le sait. Aujourd'hui, on n'exploite qu'une toute petite partie des déchets qu'on produit. Donc je pense que toutes les technologies méritent d'être poussées. Et ça peut être en fonction aussi des usages ou des typologies de territoire. On peut avoir des sources de production aussi qui peuvent être différentes. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à œuvrer sur ces différents sujets. Eh bien, merci beaucoup. On va donc conclure. Un grand merci à nos panélistes intervenants. Et donc, vous avez la plénière qui commence dans un quart d'heure. Donc, ça vous laisse le temps de prendre encore un café.